Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième épisode, 45 minutes de décryptage des fiches pédagogiques de la Haute Autorité de Santé. Nous allons aborder ce jour l'évaluation de la culture de la pertinence et du résultat selon le référentiel de certification des établissements de santé. Alors, pour ce troisième épisode, nous allons être trois pour vous accompagner lors de cette séquence. Donc, le docteur Lucie Cazet, chargée de mission à Calirel Santé, qui est à mes côtés. Bonjour. Antoine Biron, à distance, chargé de mission à Calirel Santé et qui veillera à récolter, centraliser et remonter les questions en lien avec la thématique de ce jour. Est-ce que, Antoine, tu nous entends bien? Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Et je vous ferai le porte-parole de vos questions ou de vos remarques dans le chat. Merci, Antoine. Et qui n'hésitera pas à nous interpeller en cas de soucis techniques ou de timing. Alors, nous sommes donc ensemble pour 45 minutes. Donc, quelques petits mots pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Les principes des 45 minutes, c'est de vous proposer un temps court, donc 45 minutes maximum, pour vous partager notre lecture d'une série de fiches pédagogiques de la Haute Autorité de Santé qui ont été publiées dans le cadre de la certification des établissements de santé. Donc, l'objectif, c'est bien de favoriser la compréhension des attendus en matière d'appropriation et d'amélioration des pratiques professionnelles en établissement de santé. Et chaque 45 minutes de décryptage suit le même schéma, avec une partie sur les enjeux, sur les principales données, en quoi la certification répond aux enjeux de la thématique, les points clés nécessitant une attention particulière lors des évaluations et un panorama des ressources en région Pays de la Loire, notamment proposées par Calirel Santé. Alors, spécifiquement pour cette fiche thématique, on a souhaité aller un peu plus loin que les éléments contenus au sein de la fiche pédagogique de la Haute Autorité de Santé, en y ajoutant une séquence complémentaire qu'on a intitulée « Déclinaison opérationnelle par Calirel Santé », ainsi que des éléments documentaires complémentaires à cette fiche pédagogique, notamment sur les PREMS et les PROMS qui ont été publiés après la sortie de la fiche en novembre 2020. Pour mémoire, il existe actuellement 24 fiches pédagogiques. On vous présente aujourd'hui notre troisième épisode, donc on aura probablement plusieurs saisons. Et j'en profite pour vous informer que plusieurs des fiches, trois des fiches qu'on avait identifiées pour vous présenter, font l'objet actuellement d'ajustements en cours par la Haute Autorité de Santé en lien avec la nouvelle version du référentiel, notamment la fiche pédagogique portant sur l'évaluation de la prévention des infections associées aux soins, pour lequel nous avons prévu un 46 minutes de décryptage en lien avec le CEPIAS Pays de la Loire, ou encore celle portant sur l'évaluation de la prise en charge de l'urgence vitale en établissement, et enfin la fiche pédagogique portant sur l'évaluation de l'accréditation des médecins et des équipes médicales. Pour finir sur cette petite introduction, pour les aspects d'interaction, donc vous êtes en tout un petit peu plus de 90 personnes à être inscrites. Donc les gens vont arriver au fur et à mesure. Donc naturellement, on vous a coupé les micros. Donc ce n'est pas pour interagir ou nous poser vos questions. Vous avez le chat qui est à votre disposition. C'est le petit icône discussion. Et on pourra, si on a le temps en séance, on essaiera de répondre à vos questions. Mais dans tous les cas, les éléments de réponse vos questions seront toutes récoltées et feront l'objet d'une foire aux questions qui sera diffusée à l'issue du webinaire et pour lequel nous pourrions solliciter la HAS si nous n'avons pas tous les éléments de réponse. Donc, c'est donc parti et je laisse la parole à Lucie pour débuter ce décryptage. Alors, merci Noémie. Du coup, nous allons commencer par voir de quoi il est question lorsqu'on parle d'évaluer la culture de la pertinence et du résultat au sein d'une équipe de soins. Donc, le terme pertinence, il a beaucoup été utilisé pour désigner les revues de pertinence, mais dans ce contexte spécifique du manuel de certification, il désigne plus largement l'ensemble des actions qui permettent de décider le bon acte au bon patient, au bon endroit et au bon moment. Donc, il s'agit de savoir choisir un soin le plus adapté à la situation du patient en termes d'état des connaissances de la science et de balance bénéfice-risque, de contexte social et culturel, d'information et de choix éclairés du patient, et puis à la marge de répartition des ressources de santé. La culture, quant à elle, c'est l'ensemble des valeurs partagées et appliquées au quotidien par une équipe de soins. Et enfin, l'évaluation, elle fait référence
autant que l'on peut prendre en équipe pour jeter un regard objectif sur ces pratiques et se questionner sur les possibilités d'amélioration de celles-ci. Donc finalement, l'évaluation de la culture et de la pertinence en structure de soins revient à regarder objectivement si les équipes partagent une vision commune de la pertinence des soins qu'elles délivrent au travers de leur capacité à se questionner et à évaluer les soins délivrés en pratique et les pratiques mises en œuvre pour la sécurité du patient. Donc, les enjeux inscrits dans ce critère en lien avec les définitions précédentes sont d'améliorer la qualité et la sécurité des soins pour les patients, d'accroître la pertinence des soins, des actes et des examens dans le cadre des parcours de soins, de réduire les variations des pratiques médicales, de réduire le nombre d'actes non pertinents dans le cadre de la définition qu'on a vue précédemment, de favoriser l'implication du patient dans la prise en charge, dans la prise de décision partagée et la coordination de son parcours, et de contribuer à la réduction des dépenses de santé. Alors, un petit zoom sur les principales données qui sont abordées au sein de la fiche pédagogique de la Haute Autorité de Santé, qui cite en fait 2 éléments de données actuelles qui ont permis de constituer notamment les éléments de la fiche. C'est la part des examens ou des actes non pertinents qui sont estimés à 25 à 30%, qui généreraient autant de risques, notamment en lien avec les événements indésirables évitables. Et on estime en France à près de 50 milliards d'euros par an le coût des soins inutiles, ce qui représente près de 10,5% du budget de la sécurité sociale. Alors bien entendu, ça c'est des données factuelles, des données d'indicateurs nationaux, mais quand on parle de démarche d'évaluation de la culture de la pertinence et du résultat, on est bien sur une approche intégrée aux pratiques à la fois techniques et organisationnelles au niveau institutionnel, et puis aux pratiques cliniques des soignants. Alors, quand on regarde plus spécifiquement les éléments du référentiel et en quoi cette certification répond aux enjeux de la thématique. Alors, on retrouve au sein du référentiel de certification 9 critères qui sont associés à la thématique de la culture et de la pertinence du résultat. Et l'ensemble des critères sont dits standards. Alors, ça veut dire qu'il s'agit d'attendus classiques du référentiel. Comme vous le savez, il existe des critères dits impératifs, donc avec un niveau d'exigence d'atteinte élevé, et des critères dits avancés, ce qui correspond davantage à des thématiques que l'on peut dénommer d'impulsion. Donc là, sur la thématique de l'évaluation de la culture, de la pertinence et du résultat, on est bien sur des thématiques d'attendus dits classiques au sein du référentiel. Quand on regarde plus spécifiquement ces éléments d'attendus, on se rend compte qu'on a 3 niveaux, 3 dimensions assez classiques dans le cadre des attendus de la Haute Autorité de Santé. Une partie du pilotage avec le soutien des revues de pertinence des pratiques cliniques qui correspond au critère 3, sur le chapitre 3, le critère 7.01. Les actions avec la mise en œuvre de démarches de questionnement sur les conditions de prise de décision, expertise, balance bénéfice-risque et patient, sur le chapitre 2 et le critère 1.1. Sur l'argumentation des décisions cliniques et d'évaluation de leur pertinence, qu'on retrouve un certain nombre de critères, le 2.1.02, 2.1.03, 1.0.5, 0.6 et 0.7. Et enfin, une démarche globale d'évaluation qui porte sur l'analyse et l'amélioration des résultats cliniques à l'échelle de l'équipe et la mobilisation des indicateurs qualité et sécurité des soins. Cette thématique-là, c'est une thématique dite transversale, ce qui veut dire que ça ne fera pas en soi l'objet unique d'une évaluation par les experts visiteurs. Mais on parle bien d'une démarche qui est intrinsèque aux pratiques soignantes, à l'échelle de l'équipe, en fonction des profils de patients et des filières de prise en charge. Donc, c'est une thématique qui va pouvoir être observée sur un grand nombre de traceurs, patients traceurs, parcours traceurs. Alors, cela veut dire que lors des traceurs, notamment parcours et patients traceurs, et donc des rencontres avec les équipes et les patients, la culture de la pertinence et du résultat, elle sera regardée à tous les niveaux.
Donc, pour aller un petit peu plus loin dans les attendus, notamment du référentiel et les points clés lors de la visite de certification et qui doivent servir de repère pour vous dans vos organisations, Lucie va vous présenter plus en détail ces éléments. Donc, concrètement, lors des visites, ce critère donne aux experts visiteurs la charge de s'assurer de la capacité des équipes à s'évaluer au travers de premièrement de leur expertise métier, donc ce que tous les soignants font au quotidien, hein, mesurer la balance bénéfice-risque des décisions de prise en charge et en prenant en compte les souhaits éclairés des patients. Donc, ça passe par la remplissage de l'obligation de DPC, la connaissance des recommandations de bonnes pratiques, l'information et le choix éclairé du patient et la mesure de la satisfaction et de l'expérience du patient. Mais aussi au travers d'analyses de pratiques effectuées en équipe, avec une analyse des résultats obtenus, la recherche des causes en cas d'écart et la mise en place, le cas échéant, d'actions d'amélioration. Donc là, c'est tout l'espace de l'analyse de pratiques professionnelles telles qu'on le connaît, dont on a à l'intérieur les revues de pertinence, mais pas que. On a aussi tout ce qui est RCP, indicateurs de pratique clinique, RMM, audit clinique et staff EPP. Sont des choses que vous connaissez normalement déjà. Donc, on redit bien que ce ne sont pas du tout les décisions diagnostiques ou thérapeutiques qui sont évaluées au travers de ces parcours traceurs ou patients traceurs, mais c'est bien la capacité de l'équipe à s'être posé la question de la pertinence de ces décisions. Donc, en pratique, ça veut dire quoi? Donc, on passe à cette petite partie supplémentaire de déclinaison opérationnelle par Qualirel Santé. Ça signifie qu'un questionnement à l'échelle des équipes doit avoir été mis en œuvre avec une priorisation des pratiques concernées par l'évaluation de leur pertinence. Et cette évaluation doit être structurée, suivie et intégrée au fonctionnement d'équipe. Cette démarche, elle doit intégrer les attendus de la science, avec une actualisation des connaissances par le biais de la formation sous toutes ses formes, ainsi qu'un mécanisme de revue documentaire et scientifique qui doit être mis en œuvre dans l'équipe. Elle doit intégrer aussi les activités cliniques à potentiel d'amélioration, ce qui signifie pour une amélioration des pratiques et de l'expérience patient, et elle nécessite donc un consensus au sein de l'équipe pour choisir les pratiques à potentiel d'amélioration. Il faut privilégier la qualité à la quantité des EPP. Donc, on a plein de thématiques possibles qui font l'objet d'autres critères du manuel de certification, tels que la douleur, l'urgence vitale, le médicament et le droit du patient, etc. Vous les connaissez déjà. Et enfin, elle doit aussi intégrer les préférences des patients avec une recherche de l'amélioration de la qualité de vie du patient, la nécessité de délivrer une information loyale, claire et appropriée du patient, d'organiser le recueil de la satisfaction et de l'expérience patient à l'échelle de l'équipe. Et elle peut passer par la co-construction avec les patients dans le cadre de patients experts, de pairs aidants ou avec les représentants de l'usager. Alors, dans cette culture de la pertinence, les indicateurs ont une place de choix pour montrer la réalité de ces démarches. La mise en place d'un indicateur, c'est déjà un projet d'évaluation des pratiques professionnelles en soi. Et la toute première mesure d'un indicateur permet de mettre des actions d'amélioration en place. Mais cette première donnée, issue du recueil de l'indicateur, c'est qu'un début en soi. Et si on continue à recueillir en routine cet indicateur, chacune de ces mesures peut donner lieu à une analyse. Et de chaque analyse peut découler de nouvelles actions d'amélioration. Donc, les professionnels, en soi, suivent probablement déjà des indicateurs qu'ils ne considèrent pas dans le périmètre de l'évaluation de la pertinence des résultats. Et ces indicateurs qui existent sont des opportunités de structurer des démarches d'EPP. Donc, il est intéressant de recenser et de valoriser ces indicateurs qui sont suivis en routine au sein des équipes. Parmi eux, vous pouvez trouver les IQSS,
et tous les autres indicateurs de pratique clinique institutionnelle, les nouveaux indicateurs mis en place par la HAS que sont ISO-Ortho et T-Ortho, et puis plein d'autres systèmes d'exploitation des bases de données type PMSI ou du dossier patient informatisé, que sont les systèmes de Trigger Tool, les tableaux de port clinique au sein de certains services, etc. Alors, on a souhaité pouvoir zoomer sur les résultats qui comptent pour le patient et notamment, comme ça l'a été abordé par Lucie, mesurer la qualité des soins, c'est un des prérequis pour définir les actions à mettre en œuvre et donc objectiver les progrès pour le service rendu aux patients. Donc, ces démarches, elles sont menées depuis longtemps par les professionnels, notamment dans des démarches d'auto-évaluation. Les professionnels auto-évaluent leurs pratiques. L'approche dite résultat, elle s'enrichit aussi par la vision complémentaire du patient. Et c'est ce qu'on va retrouver au travers de ces indicateurs de résultats qui comptent pour le patient. En effet, on a 3 types de mesures qui évaluent la qualité des soins perçus par le patient avec des outils qui sont bien distincts et des objectifs bien distincts. On a d'une part les questionnaires de satisfaction des patients qui va répondre à la question de la réponse à l'attente des patients et qui est largement déployé au sein des établissements de santé. On a un autre niveau qui sont les PREMS qui, eux, vont viser à mesurer l'expérience des soins. L'expérience des soins, donc, ce qui veut dire que ça repose sur l'analyse de l'expérience qui est vécue par le patient. Et les PREMS, ils vont aider les professionnels et les organisations à améliorer des dimensions telles que la communication avec le patient. Ce qui va nous intéresser en termes de résultats qui comptent pour le patient, c'est spécifiquement les PROMS qui vont s'intéresser aux résultats des soins. Les PROMS, c'est des indicateurs qui vont aider les professionnels à discuter avec les patients de leurs difficultés dans le soin. Donc, ils vont permettre d'identifier plus précocement les symptômes et mettre en place un suivi plus efficace avec des prises en charge adaptées et donc pertinentes. L'impact clinique, il est très concret et il est parfois important, tel que l'allongement de la vie des patients ou encore l'amélioration de la qualité de vie du patient. Du côté et du point de vue du patient, les PROMS, ils leur permettent d'avoir une meilleure compréhension de la maladie, des symptômes, du coup de mieux les identifier et donc de mieux les communiquer à l'équipe soignante. Donc, il s'agit bien là du résultat qui compte pour le patient. Donc, ces différentes approches, elles sont de plus en plus mises en œuvre dans la pratique clinique courante, mais elles restent encore relativement méconnues. Et la HAS a publié un certain nombre de documents, une série d'éclairages, comme pour ne pas les citer, et lancé un appel à projet pour faire connaître ce nouveau type d'indicateur. Ces ressources qui ont été publiées notamment en juillet dernier, elles visent notamment à mieux comprendre les différences entre ces 3 outils, PREMS, PROMS et recueil de la satisfaction des patients, et identifient des difficultés de mise en œuvre qui sont parfois techniques, notamment pour les PROMS. Et les PROMS, c'est les meilleurs indicateurs qui s'intègrent à la pratique courante des soignants. En effet, les PREMS, donc la partie d'analyse de l'expérience vécue lors des soins, c'est des indicateurs qui vont permettre d'assurer une communication plus efficace, qui vont permettre une réactivité des équipes, etc., et qui sont déjà abordés en France, notamment via le dispositif ISATIS dans les établissements de santé. Et vous n'êtes probablement pas sans le savoir que ce dispositif ISATIS, il est étendu aux patients en hospitalisation à domicile et en psychiatrie. Il y a des démarches d'enrichissement du dispositif, notamment par l'analyse des commentaires libres. Au niveau des PROMS, c'est un peu plus complexe, c'est peu utilisé en France, même si on a plein d'illustrations étrangères. La HAS illustre au travers de son guise des expériences issues de 13 pays différents. Et on perçoit une mauvaise perception des objectifs et, comme je le citais, des écueils techniques. Donc, on a des initiatives qui existent au sein des pratiques cliniques, au sein des équipes soignantes, mais qui peuvent être isolées, locales, qui ne sont pas coordonnées et qui sont souvent méconnues à l'échelle de l'établissement.
Donc, l'une des premières démarches au niveau des établissements, c'est aussi d'aller questionner les équipes sur les indicateurs qu'ils ont mis en place dans leurs pratiques cliniques, qui sont complètement intégrés à la pratique clinique et qui pourraient être valorisés comme des prompts. Et parallèlement à ça, la HAS a mis en œuvre un appel à projet pour la mise en œuvre d'indicateurs de résultats rapportés par les patients en ville ou en établissement de santé, avec un appel à projet qui se terminait à la mi-septembre et qui a vocation à accompagner les équipes de soins en France à mettre en œuvre des prompts afin de les partager aux autres établissements de santé en France. Plus spécifiquement, en région Pays de la Loire, Calirel Santé, on a organisé en mars 2020 un séminaire de réflexion qui portait sur les résultats qui comptent pour le patient et qui avait associé une réflexion entre professionnels et patients usagers. Les résultats de ce séminaire, ils ont permis d'aboutir à un certain nombre de préconisations opérationnelles que vous pouvez mobiliser pour pouvoir identifier et faire un état des lieux des pratiques existantes au niveau de votre structure, à la fois à l'échelle institutionnelle, mais aussi à l'échelle des équipes et des pratiques soignantes. Donc, en fait, l'ensemble de ces préconisations permet d'avoir des repères sur c'est quoi un indicateur qualité du point de vue du patient usager, comment et avec qui le choisir, et du recueil à l'exploitation des résultats, comment le construire, comment l'analyser, comment mettre en place des actions d'amélioration et avec qui. C'est un séminaire qui a eu lieu en mars 2020. On ne va pas se faire l'historique des derniers mois, mais probablement que ces actes qui ont été publiés avec un plan d'action associé ne sont pas extrêmement connus des professionnels qui pourraient s'intéresser au sujet. Donc, notre communauté de pratique usagers professionnels au sein de Calirel Santé, elle s'est donnée comme objectif de reprendre ces actes et de constituer une base de ressources pour permettre aux établissements et aux équipes de déployer ces démarches. En pratique, cette base ressource, elle sera complétée de retours d'expérience d'équipe de la région Pays de la Loire et elle se voudra évolutive en fonction des retours d'expérience partagés. Donc, c'est une première ressource qui vous permet notamment de mieux identifier entre recueil de la satisfaction, recueil d'expérience du vécu et recueil des résultats cliniques qui comptent pour le patient, va vous permettre d'avoir une meilleure vision de ce qui peut être intégré comme une démarche d'amélioration des pratiques professionnelles et qui va dans le sens de la culture, de la pertinence et des résultats, et notamment des résultats qui comptent pour le patient. Dans l'attente de cette publication, de cette ressource, et pour vous accompagner dans la mobilisation et dans la remobilisation, si je peux me permettre, des professionnels autour des démarches d'évaluation de pratiques professionnelles, l'équipe de Calirel Santé a travaillé sur la consolidation d'une enquête qu'on avait menée en 2019, intitulée « Faisons le point sur nos OPP », et qui avait pour objectif de vous permettre de faire un état des lieux et de questionner les professionnels sur le sujet des démarches d'évaluation de pratiques professionnelles. Et au travers de cette enquête, les grandes conclusions ont été que la démarche d'évaluation des pratiques professionnelles s'est probablement écartée du sens premier d'un outil comme une ressource pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Donc, on a travaillé au sein de Calirel Santé sur la consolidation de cette enquête intitulée « Faisons le point sur nos EPP » afin de vous mettre à disposition un kit ressources à mobiliser qui est intitulé « Améliorer la qualité et la sécurité des soins, faisons de l'EPP ». Ce dernier va être publié dans les toutes prochaines semaines et il va vraiment il a pour objectif de vous aider à remobiliser les professionnels sur le sujet de l'EPP, à sensibiliser, apporter des repères méthodologiques concrets, des ressources clés en main et un outil d'évaluation qui vous permette de faire ce diagnostic d'établissement et de perception des professionnels. Donc, avant de poursuivre nos échanges et pouvoir aborder les éléments de questions-réponses, on vous propose d'en visionner un petit teaser qui dure un tout petit peu plus de 2 minutes, en sachant qu'on a une version longue associée au guide et aux outils d'évaluation qui sera mis à disposition dans les prochaines semaines.
Alors, avant de prendre le temps, on va avoir 10-15 minutes pour pouvoir partager et répondre à vos questions. L'une des principales conclusions qu'on souhaitait vous partager avec Lucie, c'était que quelque part, même si la sémantique a changé et qu'on parle d'évaluation de la culture, de la pertinence et du résultat, c'est des démarches qui sont déjà existantes au sein des structures et au sein des équipes de soins. Donc, il y a beaucoup de choses à valoriser. Et Lucie, je reprends tes termes, il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Et une notion nouvelle qui intervient, c'est effectivement les indicateurs de résultats qui comptent pour le patient, avec probablement un sujet d'impulsion qui est de pouvoir développer les prompts et du coup des indicateurs de résultats cliniques qui vont impacter notamment la qualité de vie des patients dans leur parcours de santé. On vous a remis les quelques éléments documentaires et références documentaires qui sont associés à la fiche pédagogique de la Haute Autorité de Santé. Donc, on y retrouve, et d'ailleurs, c'est intéressant de le voir, on retrouve des guides assez anciens de la Haute Autorité de Santé, mais aussi des références plus récentes, notamment toutes les publications qui ont lieu en lien avec la référence, notamment les outils d'amélioration de la pertinence, ou encore le guide méthodologique pour l'amélioration de la pertinence publié par la Direction générale de l'offre de soins. Ce qu'on n'a peut-être pas rappelé, mais ce qui est important de dire, c'est que le cadre de l'EPP, ça fait partie aussi de références légales et réglementaires et c'est une obligation des professionnels de santé dans leur pratique que de pouvoir se questionner, de s'améliorer et mettre en place des actions d'amélioration pour améliorer leur pratique professionnelle au bénéfice du service rendu aux patients. On va laisser tout de suite la parole à Antoine qui a probablement récolté quelques questions. Oui, j'ai récolté 2 questions plutôt sur des exemples de ce que peut être un PRUMS et un PROMS plutôt. Donc la première question, le questionnaire de sortie ressemblant à ISATIS peut-il être considéré comme un PRUMS? Je vous laisse répondre sur celle-ci et je passerai à la deuxième après. Ouais, attends, je fais juste pour qu'on puisse nous voir mutuellement. Voilà, c'est mieux. Alors, sur la première question d'exemple de prompts, je vais vous en citer quelques-uns. Le guide de la HAS là, que je vous ai indiqué, il en regorge d'une multitude. Pour tout vous dire, il y a principalement des exemples qui sont issus d'autres pays, notamment de Suède, particulièrement de Suède, d'Allemagne ou encore des États-Unis. On a des prompts qu'on connaît en France, par exemple les indicateurs autour de la chirurgie de la cataracte ou encore sur les prises en charge cancer du sein ou cancer du côlon. C'est principalement les prompts qui sont le plus cités dans le guide de la Haute Autorité de Santé ou du moins dans l'état des lieux qu'ils en ont réalisé. Ce que je n'ai peut-être pas précisé dans les éléments de prompt, c'est que, pas en France, en dehors du questionnaire ISATIS, mais dans de nombreux pays, ce sont des indicateurs qui sont aussi utilisés dans le cadre de l'incitation financière à la qualité et qui sont parfois utilisés aussi dans le benchmarking entre les établissements. La HAS, elle n'a pas retrouvé d'exemple de benchmarking entre les professionnels de santé. Et ça reboucle avec les propos de Lucie, c'est-à-dire que quand on parle de l'évaluation de la pertinence et du résultat, on n'est pas dans la philosophie de regarder la pratique individuelle, mais on est bien à l'échelle de l'équipe. Et quand on regarde plus spécifiquement les attendus du référentiel, on est bien à un niveau équipe et comment l'équipe, elle se saisit l'analyse de ces pratiques. Et je crois que j'ai mangé ta deuxième question, Antoine. Je l'avais pas posé encore la deuxième question. Ah, pardon. Il y a une troisième qui est même arrivée. Donc la deuxième question, le suivi d'indicateurs de résultats, par exemple le taux de survie après une greffe, correspond-il à un PROMS? Et la deuxième aussi qui est liée au PROMS, le suivi de l'indicateur de résultat, le taux de non-réhospitalisation à 1 an après la sortie en psychiatrie, correspond-il à un PROMS? En fait, ce qui est important de comprendre dans la construction de ces indicateurs,
c'est que l'indicateur, il va prendre en compte à la fois le résultat clinique du point de vue professionnel. Donc, on est bien, par exemple, le taux de réhospitalisation, ça reste un résultat pratique de soins. Le PROMS, il va intégrer le résultat du point de vue du patient. Donc, on va intégrer, dans le cadre de l'élaboration des PROMS, c'est complètement intégré à la pratique clinique, puisqu'on va avoir un système de questionnement qui va interroger le patient sur l'évolution et la perception de son évolution de sa pathologie. Donc, le PROMS ne se caractérise pas par l'intitulé de ce qu'il mesure, mais bien dans la façon dont il est construit pour mesurer cet indicateur. Donc, quelque part, je n'ai pas la réponse, je dirais ben, oui, sous couvert que ce sont des indicateurs qui ont été construits en intégrant des éléments de perception du patient sur la qualité de ses soins. Alors, j'ai pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. N'hésitez pas à interagir. Alors, une remarque. Oui, en psychiatrie, l'indicateur repose sur un questionnaire envoyé aux patients. C'était par rapport à la question sur le taux de non-réhospitalisation à un an. Et un complément également sur la survie après une greffe. Donc, si on suit le taux de survie, mais que l'on n'interroge pas le patient, ce n'est pas un PROMS. Ben, c'est un indicateur de résultat de pratique clinique. Peut-être que du coup, dans cet indicateur, si on interroge les patients, le patient peut me dire, bah oui, ok, je vis bien, mais par contre, ma qualité de vie, elle n'est pas celle qu'elle était avant la grève, donc ça ne me convient pas. Et là, on rentre vraiment dans le PROMS, pour le coup. Il y a vraiment cette nuance à apporter entre indicateur de résultat clinique pur et indicateur de résultat clinique qui compte pour le patient. Je pense que tout est dit dans l'intitulé. Serions-nous sur un 45 minutes qui durerait moins de 45 minutes? Alors, de toute façon, on va vous les… oui, alors, on confirme, hein, ce n'est pas si facile à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, c'est vraiment très, très bien décrit dans les éléments d'état des lieux de la Haute Autorité de Santé. C'est que, globalement, il y a peu d'expérience notamment du fait qu'il y a des freins techniques, et notamment en lien avec l'intégration des données dans les dossiers patients, les recueils, parce qu'en fait, on recueille des données cliniques en continu. Ça nécessite aussi de la passation de questionnaires auprès des patients, donc un traitement des données et une analyse des données en équipe. Donc, on est typiquement sur une démarche d'amélioration des pratiques en intégrant l'expérience du patient, mais on a des freins techniques et organisationnels à mettre en œuvre. Mais en tout cas, dans ce guide-là, il y a un certain nombre de préconisations pour permettre de lever ces freins et de dire qu'on peut faire du recueil de résultats qui compte pour le patient de façon simple, sans forcément avoir une approche extrêmement chronophage. On a par exemple l'exemple de la chirurgie de la cataracte. On a un exemple dans la région nantaise où c'est quelque chose qui est complètement intégré à la pratique clinique et qui a permis d'avoir des résultats sur la qualité de vie des patients. Alors qu'on peut avoir des indicateurs de résultats beaucoup plus complexes, notamment sur les prises en charge type cancer, où ça nécessite un recueil beaucoup plus complexe de données cliniques, mais aussi de recueil auprès des patients sur l'impact sur leur qualité de vie. Donc, dans le chat, c'est nourri de deux autres questions. Le PROMS est plus objectif, donc, car basé sur des résultats mesurables, à l'opposé du PREMS qui mesure le ressenti du patient. L'objectivité est subjective, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça va être effectivement, de notre point de vue soignant, plus objectif, puisqu'on est sur du résultat clinique, donc ça parle beaucoup plus aux soignants. Alors que le PREM, c'est effectivement une mesure de l'expérience et du ressenti du patient. Après, voilà, d'un point de vue soignant, oui, mais d'un point de vue du patient, les deux sont objectifs.
c'était merci Lucie, c'était la première question. Et la deuxième, le PROMS doit-il être recueilli? Ah non, j'en ai loupé une, pardon. À part peut-être pour des patients chroniques participant à des programmes d'éducation thérapeutique en question. Oui, Oui et non, parce que la cataracte, ils ne sont pas vraiment chroniques, les patients. oui, 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 il faut en fait, l'une des autres difficultés est aussi de trouver la ressource patient pour construire son PROMS ou son PREMS. Donc, effectivement, des patients qui sont peut-être plus sensibilisés dans des programmes d'éducation thérapeutique vont être plus accessibles à ce genre de demande. Déjà, on saura où les trouver, et puis du coup, ils sont plus sensibilisés. Mais il faut pas hésiter à proposer à des associations de patients, à vos représentants d'usagers, ou voilà, entamer ce genre de démarche, voire peut-être interroger des patients dans leur service, peut-être qu'ils seront intéressés. Je ne sais pas, hein, voilà, j'imagine, mais oui, il faut trouver cette ressource patient. On peut, tout à l'heure, on parlait d'exemples concrets, là, sur un exemple concret sur un patient qui n'est pas porteur d'une pathologie chronique. On a en Angleterre des PROMS spécifiques de recueil avec obligatoires. C'est des recueils nationaux qui sont obligatoires, qui vont s'intéresser, par exemple, à la chirurgie des varices ou encore aux prothèses totales de hanches et de genoux. C'est des questionnaires, ça se fait par passation auprès des patients par questionnaire, et c'est des questionnaires qui sont adressés en pré- et en post-opératoire. Donc, on a, par exemple, sur cet exemple-là en Angleterre, un premier questionnaire qui est adressé 18 semaines avant l'intervention. Et avec un système en fait sécurisé hein, qui est lié à la base de données administrative. Donc, on voit que on n'est pas uniquement ciblé sur l'acte, on est bien sur un parcours de prise en charge qui peut être court sur une chirurgie ou qui peut être plus long sur des pathologies chroniques. Du coup, la personne qui a posé la question sur les patients chroniques, elle précise que c'était le fait qu'ils soient chroniques, c'était des conditions favorables à la mise en place de PROMS, car plus de temps avec le patient avec des séjours récurrents. Il y a En une termes autre de question. faisabilité, peut-être, oui. Oui. Il y a une autre question qui est arrivée. Les PROMS doit-il être recueilli uniquement en post-prise en charge ou peut-il l'être en cours de séjour avec des indicateurs type prise en charge de la douleur? Oui, c'est ce que j'évoquais, par exemple, dans l'exemple d'indicateur obligatoire en Angleterre, on est sur un recueil qui commence 18 semaines avant la chirurgie et qui se prolonge en post-chirurgie. Et une autre question, est-ce un avenir pour le patient traceur en présence du patient? C'est-à-dire que par définition, le patient traceur, il est mobilisé avec un entretien avec le patient. Alors de là à dire que le patient traceur est un PREMS, parce que du coup on est plus sur du recueil d'expérience, oui, en partie sur cette partie d'entretien avec le patient. Mais on n'est pas sur un indicateur de résultat clinique Alors quand une on mobilise la précision, méthode du patient traceur. c'est une précision, est-ce un avenir pour le patient traceur en présence du patient avec l'équipe? Pourquoi pas? Ouais. Parce qu'on est vraiment véritablement sur un indicateur pour le coup quand on fait des patients traceurs, comme tu disais, on est un petit peu plus, on est dans une démarche un petit peu plus globale que simplement recueillir un indicateur dans le cadre du patient traceur que dans le cadre du PROMS. Alors sachez qu'on va reprendre l'ensemble des questions et les réponses qu'on a apportées qu'on mettra dans la FAQ. Je n'ai plus de questions en stock, Noémie et Lucie. Eh bien, il est 17h42, donc on arrive presque à la fin des 45 minutes. De toute façon, on va laisser le chat ouvert comme on le fait à chaque fois, 5 bonnes minutes pour vous permettre de poser d'éventuelles questions. N'oubliez pas qu'on a aussi des questions qu'on peut remonter à la Haute Autorité de Santé pour avoir des éléments de réponse. Pendant qu'on laissera le chat ouvert, on vous repassera le petit teaser avec le panorama et les ressources proposées par Calirel Santé.
On vous remercie de votre participation. Vous avez été nombreux sur cette thématique qui n'est pas simple, hein. On a souhaité la rendre plus opérationnelle que la fiche pédagogique de la Haute Autorité de Santé, bien que l'opérationnalité n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. On l'a bien partagé sur la partie des indicateurs de résultats qui comptent pour le patient. Ce qu'on vous partage, c'est que ces 45 minutes ont un succès, donc on en propose régulièrement. Notre prochain rendez-vous aura lieu le 12 octobre prochain à 17 h et portera sur la fiche pédagogique de la Haute Autorité de Santé qui porte sur l'évaluation de la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Et bien entendu, on reprogrammera aussi en octobre une deuxième rencontre. Et on peut d'ores et déjà vous dire qu'un des rendez-vous de 45 minutes du mois de novembre portera sur l'engagement patient en partenariat avec France Asso Santé. On vous remercie, on vous souhaite une bonne fin de journée. On laisse la salle ouverte encore 5 minutes et puis on bascule la vidéo. On vous dit à tous au revoir et à bientôt. Bonne soirée à tous.